Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, donc, je me trouve à Nantes pour vous faire partager l'existence d'une troupe de théâtre inclusive, la troupe du Cercle Carré. La compagnie du Cercle Carré est un ESAT artistique et culturel créé en 2015, rattaché à l'association Adapeia. La troupe propose des créations mettant en scène des comédiens en situation de handicap et des comédiens associés. Je vous invite à l'écoute des témoignages de Jérôme Courroucé, coordinateur du projet, Fabrice Evenot, metteur en scène, et des comédiens de la troupe, Anita Marin, Antonio Espirito Santo, Fabrice Inizan, Stéphane Richard, Mathis Lepesquier et Méléane Girel. Ce podcast est en 2 épisodes et je vous propose également un bonus, l'interview d'Alexandre Fakreddine, doctorant à l'université de Bordeaux-Montaigne. Très bonne écoute. Donc Jérôme Courroucé, je suis aujourd'hui coordinateur de la compagnie Le Cercle Carré, donc de l'ESAT artistique qui porte le même nom. Et mon parcours, je travaille depuis 1998 à l'ADAPI de Loire-Atlantique. Enfin, quand je dis je travaille, j'ai commencé en étant objecteur de conscience dans un ESAT à Châteaubriand. Où là j'ai fait donc 20 mois d'objection et où j'ai découvert l'activité théâtre dans un ESAT. Puisque déjà à l'époque ça existait et si on refait l'histoire du théâtre en ESAT à l'ADAPEI, ça date des années 80 en fait, voilà, au milieu des années 80 où l'équipe éducative de l'ESAT de Châteaubriand a fait appel à des comédiens pour monter des ateliers théâtre en ESAT. Voilà. Et cette rencontre a tellement été forte et surprenante pour le comédien qui était intervenu que l'aventure s'est continuée, s'est poursuivie et donc ils ont créé déjà à l'époque des spectacles dans le but de les diffuser dans le circuit culturel classique. Donc à l'époque où l'Oiseau-Mouche à Roubaix a créé le premier ESAT, à Morlaix et aussi dans ces années-là, finalement à la DAPEI de Loire-Atlantique, il y a eu déjà les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui au Cercle Carré. Voilà. Et donc voilà, moi j'ai découvert donc à l'ESAT de Châteaubriand, puis après je suis arrivé à l'ESAT de Melun qui fait partie donc de la même association à la fin de mon objection, donc au début des années 2000, pour faire un remplacement de moniteur d'atelier en espace vert. Voilà, et de fil en aiguille, je suis resté, j'ai fait les remplacements un peu dans tous les ateliers. Et puis en 2002 est arrivé le projet de monter un atelier théâtre à l'ESAT de Blain, dans le cadre dont l'objectif c'était l'inauguration du nouvel ESAT qui était en construction. Et l'idée c'était de pouvoir présenter un petit spectacle lors de l'inauguration. D'accord. Donc c'est mis en place un atelier théâtre sans prétention professionnelle, mais voilà, plutôt en activité de soutien à l'époque, comme on appelait ça. Et là, l'ESAT de Blain a fait appel à la même compagnie qui est intervenue auparavant et que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'ESAT de Châteaubriand. Bon, à l'époque, j'étais remplaçant, donc je suivais ça. J'étais avec des grands yeux, mais je n'avais pas ma place dans ce projet. Et puis, en fait, de 2002, présentation du spectacle comme prévu. Le projet devait s'arrêter. Et là, l'équipe de l'ESAT de Blain, avec la direction de l'époque, fait le choix de continuer l'aventure. Et donc propose ce travail-là à la compagnie Imaginaire Vivant, avec laquelle on travaillait à l'époque. Et donc la compagnie Imaginaire Vivant et Philippe Mirassou, le metteur en scène, dit OK, mais moi ça m'intéresse que si on part sur des projets de création de spectacle et dans une dynamique professionnelle. Quoi. Donc ce choix est fait. En tous les cas, ça a toujours été entendu comme ça et dit comme ça, présenté comme ça aux comédiens en situation de handicap qui ont travaillé sur ce projet, c'était bien sur du temps de travail. Même si après, au niveau administratif, c'était pas forcément répertorié. Enfin, voilà, ça a créé beaucoup, pendant de nombreuses années, pas mal de polémiques en interne et de discussions sur est-ce que c'est de l'activité de soutien. En tous les cas, moi, je l'ai toujours vendu. Et ça a toujours été du temps de travail pour les comédiens et on était bien dans cette dynamique-là, quoi. Avec une obligation de résultat, en tous les cas. Voilà. Et c'était pas le spectacle de fin d'année. Oui, c'est ça, voilà. C'était pas un loisir, quoi. Non, voilà, c'était pas un loisir. Voilà, donc de 2000 cette aventure-là avec la compagnie Imaginaire Vivant a duré jusqu'à fin 2014. Il y a eu 3 spectacles de créés. Et fin 2014, la compagnie Imaginaire Vivant arrive en fin de carrière professionnelle et puis on fait le choix aussi d'arrêter de travailler avec cette compagnie-là. Et là se pose la question en interne, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que c'est la fin d'une histoire? Enfin voilà. Et sinon, sur quel modèle on
organise ce travail. Et en gros, il y avait deux modèles d'organisation enfin, qu'on connaissait en France. Soit l'exemple de l'Oiseau-Mouche, qui est vraiment un ESAT artistique. Et donc, c'est le projet culturel, le projet artistique est porté par une structure du médico-social. Ou alors le projet de Morlaix, de Madeleine Noire à Morlaix, où là, c'est une compagnie de théâtre classique qui porte le projet artistique et qui est en convention, mise à disposition de comédiens d'ESAT. Voilà. Okay. Ce qu'on connaissait avant, puisque avant c'était le modèle de la production, la diffusion des spectacles était porté par la compagnie Imaginaire Vivant. Voilà. Et donc on a fait l'ADAPEI a fait le choix, la direction générale et le directeur d'ESAT ont fait le choix de dire bah non, on y va, on crée notre structure. Et du coup, moi j'y suis depuis 2005 en référence de ce projet-là, et là c'est monté en puissance en décidant de s'impliquer dans la production, dans la diffusion, parce que du coup, ça nécessitait aussi... il fallait reconnaître qu'il y avait besoin de compétences qui n'existaient pas forcément dans les AT. Et à l'époque, on a cru en moi, je pense, pour porter cette partie-là. Et ça, je pense que c'est plutôt lié à mon histoire personnelle, où je suis impliqué depuis très longtemps... dans des associations socio-culturelles et organiser des festivals, organiser des concerts, des événements culturels. Donc le lien perso et pro, les compétences perso ont servi pour l'émergence de ce projet. Enfin, tout. Et ton réseau, j'imagine. Et un peu le réseau aussi, oui, voilà. Et le réseau a servi aussi, oui. Et puis le réseau, c'est un travail de tous les jours, et en tous les cas depuis 2015, puisque du coup, en fait, les financeurs, les financeurs, en tous les cas institutionnels, type département, région, éventuellement Ville de Nantes, la DRAC, finançaient la compagnie Imaginaire Vivant. Oui. Voilà. Et donc là, moi, en 2015, quand on a arrêté, j'ai pris rendez-vous avec tous ces gens-là, en leur disant, en fait, on continue l'aventure, mais sous un autre format. Est-ce que vous nous suivez, quoi, sachant que c'est une structure médico-sociale qui va porter le truc. Et donc, le département de Loire-Atlantique nous a dit oui tout de suite, à partir du moment où on conservait, à partir du moment où le projet artistique était bien piloté par un comédien dont c'était le métier. C'était pas un éducateur qui se transformait metteur en scène. Voilà. Il fallait un metteur en scène. Il fallait quelqu'un qui soit pro, voilà, dans cet métier. Et en plus, ça tombait bien parce que nous, c'était pas question que. Enfin, moi, j'ai jamais été sur cette partie-là, par exemple, donc il n'a jamais été question, ça n'a jamais été dans les plans de se dire tiens, il y a. Donc voilà, le département de Loire-Atlantique nous a tout de suite à continuer, vraiment. On a créé du lien aussi avec la région. La ville de Nantes, c'est plus récent, mais parce qu'on était aussi basé sur Blain, qui est une commune extérieure à Nantes, donc il n'y avait pas forcément de logique comme ça à ce que la ville de Nantes nous suive. Et puis là j'étais aussi allé rencontrer la DRAC qui nous accompagnait sur le dispositif Culture et Santé. Et là, pour la première fois cette année, on a une aide à la création de la DRAC sur le prochain spectacle. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'hyper important financièrement, mais aussi de reconnaissance du travail professionnel, puisque du coup, la DRAC ne donne pas d'argent à des compagnies amateurs dans le dispositif d'aide à la création. Quoi. Voilà, donc ça, on franchit des paliers. De quelle façon vous les avez rencontrés, ces acteurs comment ça s'est passé, et puis de quelle façon ils sont impliqués dans toute l'organisation de la compagnie. Alors, en 2015, quand on a relancé le projet, donc on est reparti sur une nouvelle création avec un nouveau metteur en scène, on est reparti aussi avec des comédiens d'avant qui avaient envie de continuer, puis on a aussi recruté des nouveaux comédiens. Et là, nous, on a proposé à l'ensemble des travailleurs de l'ESAT de Blain, qui étaient accueillis, donc il y a 90 personnes à l'époque, on est passé dans tous les ateliers, quels qu'ils soient, présenter le projet et dire, si vous voulez, on vous propose de faire un atelier théâtre de 2 heures, plutôt que faire des blabla. On va vous montrer comment comment Fabrice et nous, lui, envisage le théâtre, parce que ça dépend aussi des metteurs en scène. Donc on a proposé, et il y a une trentaine de personnes qui ont répondu, qui ont dit OK pour un atelier de 2 heures. Et très rapidement, on leur avait dit que de toute façon, il y avait à la fin un casting qui allait être un peu subjectif.
et que du coup tout le monde ne serait pas retenu, il y aurait des frustrations et qu'au fur et à mesure il y a des étapes de sélection, mais ça faisait partie du jeu. Donc si on rentrait dans voilà, donc on leur a pas caché ça. Bref, il y en a eu une trentaine qui sont venus sur 2 heures. Au bout de 2 heures, au bout de ces 2 heures d'atelier, il en restait 15. Il y en a une quinzaine qu'on n'avait pas retenu. Et puis certains qui avaient dit, bah non, moi, s'il faut travailler le week-end, enfin non, en fait, ça m'intéresse pas, je suis pas prêt pour X raisons, soit des choix perso, enfin des choix pro. Il y avait voilà. Parce que tout de suite, on a présenté aussi tout ce que représentait de se lancer dans cette aventure, parce que c'est dispo le soir, le week-end, accepter d'aller de découcher, enfin voilà, il y avait tout ça. Voilà, et donc à cette quinzaine de personnes, on a proposé 3 jours de travail théâtral. Et au bout de ces 3 jours, on avait comme objectif de retenir 6 pour la création du spectacle. Ce qui s'est passé. Donc on a retenu 6 personnes. Donc parmi les 15, ça fait beaucoup de déçus, forcément. Des gens qui n'ont pas compris, des gens qui étaient très déçus, mais voilà, puis d'autres qui ont compris, qui sont passés à autre chose. Mais... Donc voilà, on s'y est pris comme ça. Et donc en fait, on a embarqué des gens dans cette aventure, des gens qui n'avaient jamais imaginé faire du théâtre. Quand on était très éloignés même socialement dans leur éducation. Et ça, je trouve, enfin moi ça me plaît aussi, parce que ça amène aujourd'hui une énergie et un engagement de dingue. Enfin des gens comme Anita, comme Stéphane, enfin les gens qui sont là aujourd'hui, c'est pas des gens qui pensaient faire du théâtre un jour, quoi. Et il y a une revanche aussi sur la vie, de se retrouver sur scène, voilà. Même s'il y a plein d'autres beaux métiers, mais là il y a quand même un effet où quand tu as ta famille qui vient te voir sur scène, et voilà. Et donc, du coup, ça a fonctionné jusqu'en 2022. On a fait 3 fois comme ça, à l'ESAT de Blain. Puis depuis 2022, on a quitté l'ESAT de Blain, on a rejoint Passerelle pour l'emploi, donc avec une dimension plus départementale au niveau de l'ADAPEI. Et là, maintenant que la compagnie aussi est un peu plus connue, on commence à avoir des candidatures spontanées. C'est le cas de Mathis, qui est un des derniers comédiens à être rentré. Lui, c'est sa première expérience professionnelle. Il n'a jamais travaillé en ESAT avant, ailleurs, parce que voilà, il a découvert ça. Il n'y avait pas de métier qui l'intéressait, puis quand il a su qu'il y avait ça, il faisait du théâtre un peu au lycée. Enfin, voilà. Et Joumana, qui est aussi rentrée, c'est parce que voilà, c'est un métier passion, quoi. D'accord. Donc voilà, ça évolue en fait avec l'évolution de la structure, mais je pense quand même, j'espère qu'on gardera quand même cette idée d'aller aussi repérer et proposer cette activité-là à des gens qui en sont éloignés et qui ne pensaient pas un jour en faire. Oui. Parce que quand même... ça a du sens pour et au plateau, ça met des gens qui sont vraiment dans une belle énergie, quoi. Et c'est quoi les objectifs finalement de la création de cette compagnie, si on en cite quelques-uns? Alors, moi, à mon niveau, en tous les cas, l'objectif, c'était de proposer le métier de comédien à des personnes accompagnant les AT. Ça, c'est le premier objectif. Et on va continuer ce travail, parce que je crois vraiment que le milieu culturel et artistique est peu ouvert aujourd'hui. Enfin, il y a peu de connexion avec le monde du travail protégé. Et pourtant, je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut développer des métiers, à l'accueil public, l'accueil artiste, en régie. Enfin bref, il y a vraiment plein d'endroits. Et donc, pour moi, le premier objectif, c'est ça, c'est de se dire, les métiers artistiques doivent aussi être accessibles aux personnes accompagnant les AT. Après, on n'a pas d'objectif, en tous les cas, fixé de message précis. Voilà, les créations, elles abordent. Il y a un spectacle qui est sur l'exil, qui est sur les violences intrafamiliales. Là, le Déshydraté, c'est un univers burlesque. Voilà. Le prochain, ça va être sur l'habitat, le prochain spectacle. Et celui qu'on va voir ce soir, c'est sur le 6%, c'est le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc après, enfin, on n'a pas un objectif précis. Après, dans ce qu'on raconte, une fois qu'on est parti dans la création, et ça, Fabrice en parlera mieux, les comédiens aussi, mais il y a une volonté de défendre des valeurs. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas des choses qu'on a affichées au metteur en scène quand on l'a recruté pour qu'on lui dise il faut que tu nous fasses un spectacle sur tel thème, il faut que voilà. Il y a la seule fois où c'est arrivé. Alors c'est quand on travaille sur commande, comme avec la question du spectacle sur qui s'appelle Que des mots sur les violences intrafamiliales. Donc ça, c'était une commande du département de la Loire-Atlantique. Et on a travaillé avec des femmes qui ont connu des violences.
et qui sont sur scène aujourd'hui avec nos comédiens. Enfin, c'est ce qu'on appelle, nous, une création partagée, où il y a 2 assistantes sociales, 3 femmes qui ont vécu des violences intrafamiliales, et l'équipe du Cercle Carré. Donc on a monté un spectacle d'une demi-heure, et suivi d'un témoignage de ces 3 femmes sur leur parcours et dans l'objectif de faire de la sensibilisation. Oui. Voilà. Donc là, ça portait plus, voilà, donc et une fois, on a eu une commande aussi de l'ADAPI qui nous avait demandé de créer un petit format pour l'Assemblée Générale qui était sur le thème de l'autodétermination. Et là, c'est un spectacle qui a été vraiment créé. Oui, ouais, et moi, que tu as vu. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un spectacle qui a été créé par les comédiens avec un texte écrit par Stéphane. Le texte de fin, c'est vraiment, il a été écrit par Stéphane. Donc voilà, on peut. Mais voilà, c'est pas. On n'a pas vraiment de temps d'art. Enfin voilà. Même si après on est sur des sujets de société. Et après les comédiens sont de plus en plus impliqués. Le thème du prochain spectacle Baraque et sur l'habitat, c'est un spectacle qui a été, un thème qui a été choisi avec eux. Et en fait pour lequel tout s'écrit ensemble. Donc c'est pas le metteur en scène qui arrive avec un scénar, avec des rôles qu'il distribue. Voilà. Il n'a jamais travaillé comme ça. Et là, de plus en plus, les comédiens sont impliqués. Aussi, dans ce qui a... Depuis 2015, en tous les cas, depuis qu'on a créé qu'on a repris la production, la diffusion, cette structure, ce qui a été aussi porteur, ce qui a été aidant, c'était de rencontrer Fabrice Ednou, le metteur en scène, et qui travaille encore avec nous. Ouais. Et qui a fait un choix aussi dans sa carrière de consacrer la majorité de son temps de travail à la disposition de ce projet. D'accord. Ouais. Et ça c'est aussi précieux, quoi. Oui, clairement. Vraiment. Alors c'est vrai qu'il y a des compagnies qui fonctionnent avec des metteurs en scène tournants. Enfin, il y a différents modèles là-dessus. Ouais. Mais nous, dans notre jeune aventure, finalement, au moins depuis 2015, d'avoir quelqu'un qui adhère vraiment au projet, qui humainement a une approche vraiment très humaine et très sensible avec l'équipe de comédiens, c'est aussi précieux, quoi. Ouais, voilà. Et donc on est vraiment en confiance, on est dans le même bateau et on avance. Et en tous les cas, moi, c'est aussi, je pense, on a formé, parce que maintenant l'équipe s'est un peu teufée, mais on a formé un binôme aussi qui a permis de construire ce projet et de le tenir c'est vraiment un projet dans lequel on a traversé pas mal d'embûches, voilà, parce que c'était ce qui a fait qu'on soit encore là, c'est que du coup c'est vraiment un projet qui a toujours été soutenu par la direction générale de l'époque et la présidence de l'association. Ouais. Donc ça c'est quand même quelque chose, voilà, surtout dans les périodes où les directions des AT de Blain qui étaient porteurs de ce projet-là, les directions ont changé au long de toutes ces années. Et il y a eu des directions des AD qui étaient moins favorables ou qui étaient moins porteurs, ce qui se respecte. Enfin, il y a pas mais du coup, ça a été compliqué. Ça a été assez compliqué, en fait, moi, en tant que moniteur d'atelier à l'époque à l'ESAD, donc dans une structure quand même très verticale. Donc il y avait la direction générale et un moniteur d'atelier. Et du coup, quand entre les deux, tout n'est pas aligné, des fois, voilà, c'était complexe. Donc ça, c'est... Voilà. Et les facteurs de réussite, c'est aussi ça, du coup. Enfin, c'est le fait d'avoir quelqu'un sur le terrain qui soit accroché au truc. Oui. Et puis que ça soit porté au plus haut et qui garantisse le fait que cette activité ne disparaisse pas, quoi. Fabrice aussi a une approche, tout de suite une approche de dire créons des spectacles qui soient jouables ailleurs que dans des lieux culturels, parce qu'on sait que notre réalité, elle ne savait pas être ça. Même si on visait ça, même si on vise toujours l'idée de jouer dans les programmations culturelles classiques. Et le cas encore ce soir. Et donc c'est vrai que tout de suite on a créé des spectacles aussi, des versions courtes, des versions adaptables à des événements type AG, voilà.
en se disant le truc c'est qu'il faut jouer, il faut montrer le travail, aussi bien pour faire connaître la compagnie que pour aussi le plaisir d'être comédien. C'est ça. Et de ne pas faire que répéter. Ouais, bien sûr. et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout et on a été très rapidement sur la même longueur d'onde dans ce projet et je pense que c'était aussi... ça l'est encore, mais aujourd'hui on est moins fragile, on a une équipe un peu plus étoffée. Mais c'est un gage de réussite. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et juste, je fais une aparté par rapport à votre modèle économique. Là, le fait aussi de jouer aussi sur différents sites, dans différents contextes, etc. Toutes vos représentations, elles sont rémunérées? Comment ça se passe? Oui, alors nous, on a aujourd'hui 5 spectacles qui tournent, et donc toutes nos dates sont payées. Alors cette année, on explose, mais on va arriver à une 60aine de représentations. 2023, c'est 50 000 euros de vente de spectacles et d'activités culturelles. Parce que quand on fait aussi des activités, ce qu'on appelle action culturelle, des interventions en établissement scolaire, en EHPAD ou quoi, c'est aussi des interventions qu'on vend. Donc dès lors qu'on se déplace, on vend. D'accord. On vend. Ok. Donc il y a une réalité avec aussi également complété par des subventions, des financements externes. Voilà, il y a donc le budget ARS. Voilà, sur le fait qu'on accompagne aussi 6 comédiens comédiennes avec un statut de travailleur des ESAT. Donc on a une dotation de l'ADAPEI liée au fait qu'on soit un ESAT. Ça, c'est le budget social. Et puis après, un budget de production qui est donc fait de vente de spectacles, de subventions d'aide du département, de la région, de la ville de Nantes et de la DRAC pour toute la partie artistique, création, embauche des comédiens associés, enfin voilà. D'accord, mais est-ce que les acteurs pourraient obtenir un statut d'intermittent du spectacle? Ce serait envisageable, ça, ou c'est... Alors, au niveau du nombre d'heures qu'ils travaillent au sein de la structure, il dépasse largement les 507 heures. Sauf que du coup, nous, on n'aurait pas les moyens de rémunérer ces 507 heures pour 6 personnes. Donc, aujourd'hui... Et eux, ils travaillent plus que 507 heures, donc sur cette base-là, ils pourraient avoir le statut. Mais nous, on n'aurait pas économiquement les moyens d'embaucher. Et donc, on travaille à... Il y a un sujet qui est au travail, parce que du coup, on essaye avec les plus anciens, le CNCA, l'Oiseau-Mouche, la Bulle Bleue à Montpellier, de se structurer, de mener des réflexions au niveau national sur la question de la formation des comédiens, la formation initiale, puisque du coup, aujourd'hui, aucune école, aucun conservatoire n'est prêt à accueillir nos comédiens, donc ils n'ont pas accès à la formation initiale, donc c'est quand même un vrai sujet. Et aussi sur la question justement du statut d'intermittent. Et l'idée comme ça qui est un peu en discussion, c'est de dire peut-être qu'il y aurait un aménagement sur le nombre d'heures à effectuer pour avoir le statut. Plutôt que 507, ça pourrait être 307. Et voilà. Et ça irait bien au-delà des personnes accueillies en ESAT. Ça serait pour toutes les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, visuelles. Enfin, moi, je pense à... Voilà. Donc, il y a ce type de discussion au niveau national. Je ne sais pas si ça aboutira. Enfin, en tous les cas, il y a un sujet, quoi. Il y a un sujet. Mais et alors après, l'autre sujet aussi, c'est est-ce que alors on court après le bien commun pour les personnes qu'on accompagne, mais est-ce que les emmener dans un système fragile et quand même un peu précaire, c'est pas rajouter de la précarité à leur situation de handicap déjà. Bon, voilà. Mais sans doute qu'il faut courir après quand même. Enfin, on ne peut pas être contre l'inclusion et le fait de l'intérêt du bien, enfin, d'être dans le circuit classique. Mais dans un système qui est fragile et fragilisant, est-ce que c'est souhaitable? Voilà. En tous les cas, ça nécessiterait que les choses évoluent, quoi. Et c'est marrant parce que quand on a rencontré des fois dans le cadre de nos rencontres nationales des ESAT artistiques, on a rencontré des artistes qui travaillent en collaboration avec les différentes structures et qui étaient, eux, un peu presque jaloux parce que là, en fait, maintenant, moi, quand je parle des comédiens du Cercle Carré, je dis que ce sont des comédiens permanents. Parce qu'une fois, on s'est fait retoquer à la DRAC dans les premières rencontres en disant ils ne sont pas intermittents, donc on ne peut pas vous accompagner. Et donc, depuis ce jour-là, et je ne mens pas, parce que les comédiens sont vraiment des comédiens, je dis qu'ils sont comédiens permanents. Et après, derrière, on s'en fiche de savoir s'ils sont
leur statut, enfin, voilà, finalement. Donc, je dis qu'ils sont comédiens permanents. Et la permanence dans les compagnies n'existe quasiment plus, c'est très rare. Et finalement, c'est un système qui fait presque rêver les comédiens. Donc nous, de notre côté, on veut le quitter. Ouais, non, mais c'est paradoxe. Et puis, finalement, les gens qui sont... oui, alors bon, il y a sans doute... il y a des choses à réfléchir, mais en tous les cas, Alors, je pense qu'il y a une autre étape aussi à franchir avant, peut-être aussi de parler aussi de... Alors, on pourrait, pour certains, peut-être parler de statut ou s'en rapprocher, mais ce qui serait aussi surtout intéressant, c'est que les comédiens du Cercle Carré puissent donnent envie à d'autres metteurs en scène ou à d'autres compagnies de les embaucher. Et ça, c'est aussi un sujet sur lequel on va travailler dans les années à venir, c'est comment on met en valeur les comédiens individuellement. Oui. Pour que du coup, il y ait d'autres metteurs en scène, d'autres comédiens qui ont envie de travailler avec eux en dehors du Cercle Carré. Oui. Ce qui n'empêcherait pas que nous, on pourrait continuer à les accompagner. Mais ça serait intéressant et ça, ce sera une vraie inclusion, quoi. Ouais. Mais ça, ça, ils vont le raconter. Moi, je me pose la question aussi de l'accueil du milieu culturel classique par rapport à vos représentations. Vous les sollicitez pour pouvoir justement intégrer un théâtre Est-ce qu'il y a encore des freins à ce niveau-là? Est-ce que c'est un petit peu compliqué de pouvoir se produire dans des lieux classiques? Oui, ça reste encore... ça reste encore compliqué. Depuis peu, nous, on travaille. Alors, on avait... jusqu'à présent, on n'avait pas fait vraiment le travail nécessaire on n'avait pas les compétences d'un tourneur. Et je crois quand même dans ce milieu-là, si soit vous avez un directeur de compagnie qui a déjà un réseau ou un metteur en scène qui a un réseau énorme et qui veut, voilà, ce qui est le cas de l'Oiseau-Mouche ou Morlaix, machin. Et donc nous, là, on a fait le choix de travailler avec un tourneur qui, lui, a un carnet d'adresses énorme. Et là, qui nous fait ouvrir des portes. Le choix stratégique, ça a été de se dire... parce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré qui nous a dit moi ça m'intéresse, mais je sais pas du tout comment je vais m'y prendre et comment ça va marcher, j'en sais rien. Parce que ce qui est assez logique, c'est que quand même il faut faire venir les programmateurs, il faut qu'ils voient le travail pour pouvoir acheter les spectacles. Et il y a une telle profusion d'offres au-delà de ce qu'on peut faire nous, que du coup on voit bien aussi que quand on parle comédien en situation de handicap, on n'est pas trop dans la case professionnelle et dans la case programmation professionnelle. Un a priori, quoi. Donc il y a besoin de justifier, quoi. Un peu plus. Et donc Denis, le tourneur avec qui on a posé, il dit peut-être que si moi, ce que je vous propose, c'est prochain spectacle que vous créez, on va essayer de rencontrer les salles et on va faire des demandes de résidence. Ça va permettre des résidences de création, ça va être moins engageant pour l'équipe de la programmation, parce qu'ils ne vont pas vous acheter le spectacle. Ça va être moins coûteux dans un premier temps, puis ça va être moins engageant parce qu'ils n'auront pas besoin de faire venir du public. Et ça va être une façon de se rencontrer. Et effectivement, ça marche. Autour de Baraque, on est rendu à 5-6 résidences dans des lieux dans lesquels on n'avait jamais travaillé encore, et qui, pour certains, nous achètent le spectacle. Voilà. Donc la rencontre a lieu. Donc, nous, je pense qu'on n'avait pas fait le travail qu'il fallait non plus depuis 2015, il faut aussi notre part. Et puis, je pense et j'ose espérer que les choses s'ouvrent quand même aussi un peu plus dans la société. Et que du coup, aujourd'hui, il y a un regard un peu plus ouvert. Mais il y a encore des réticences. Voilà, c'est encore pas gagné, quoi. Il y a encore un gros travail à faire. D'accord. Ouais. Et qu'en fait, je crois, mais même on le voit même dans la question des financements publics, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énormément de choses de faites pour l'accessibilité en tant que spectateur. Oui, c'est ça. Voilà. Mais comment aussi les financements publics aident les salles et les programmateurs à faire venir des spectacles qui peuvent avoir des coûts annexes plus importants. C'est-à-dire que nous, c'est pas le cas, mais quelqu'un qui est en fauteuil pour accéder au plateau, des fois, le plateau n'est pas accessible, ou ça demande peut-être un accompagnement aussi médical ou de l'artiste en situation de handicap. Et c'est comment aussi les programmateurs sont soutenus par les DRAC, par les régions, par les départements, pour faire venir ces œuvres-là dans leur salle. Il faut aussi qu'il y ait de la facilitation à ce niveau-là, quoi. Donc, il y a je vois bien la région Pays de la Loire, le dernier dispositif d'aide à la question du handicap, culture handicap, c'est encore c'est pour que les salles
et des facilités à faire venir des gens dans le public. Oui, dans le mais la public. question de comment ils nous programment, comment ils prennent C'est en ça. charge, Ouais. voilà. Non, c'est pas encore. Mais dans c'est les pas, esprits, ouais, bon, mais ça évolue ça- et puis ben voilà. Après, on rencontre aussi les mêmes difficultés. Enfin, il y a aussi de toute façon, on est dans un système où il y a quand même une telle proposition d'œuvres Ouais, que ouais, ouais. ça bouchonne. Oui, oui, c'est un peu compliqué de se mettre en avant. Et puis c'est ce que vous précisez, je trouve ça intéressant, c'est que c'est pas l'idée de brandir l'étiquette handicap à tout prix pour justement, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de dire bah non, en fait on est des acteurs, on fait partie d'une compagnie de théâtre et ça s'arrête là en fait. Et juste, et ça je trouve ça très intéressant de pas voilà, de pas partir sur cette cette voie là de handicap à tout prix parce que enfin voilà, moi je pense pas que ce soit forcément une bonne idée pour faciliter l'inclusion et changer les regards, etc. Donc ça, cette approche, je la trouve super intéressante. Ouais, en provoquant, je dis toujours, je vends pas du handicap, je vends un spectacle. Ouais, c'est ça. Voilà, on défend un projet artistique. Ouais. Et ça, c'est alors, du coup, notre histoire, ça on n'en a pas parlé, mais l'histoire aussi, c'est que en 2015, quand on a redémarré, pour des questions de logistique, simplicité, on avait prévu de redémarrer avec 6 comédiens de Les Aides de Blain. Et en fait, au bout d'un mois de création de spectacle, où on avait donc des échéances et toutes sorties de spectacle, il y a une personne qui a été hospitalisée, qui a dû quitter le projet. Et là, on n'avait plus de ressources en interne, quoi. Et là, on est allé rechercher, on s'est dit, le seul moyen, c'est de prendre un comédien à l'extérieur de l'ESAT, enfin un comédien pro classique, quoi. Et donc c'est là qu'on est allé, on a recontacté Méliane qu'on avait rencontré. Oui, parce que ça qu'on n'a pas précisé, c'est que dans la troupe, il y a effectivement des comédiens associés, comédiens associés. On a dit associés, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est des comédiens qui sont sous le régime de l'intermittence et qui travaillent dans d'autres projets artistiques, voilà. Ouais. Et donc en fait au départ on a proposé à Méliane de faire ce remplacement, mais c'était un remplacement quoi sur ce spectacle. Et en fait la rencontre a été vraiment chouette. Enfin Méliane connaissait notre travail depuis 2005. Elle avait suivi un peu le travail de la compagnie, donc elle avait une sensibilité. Et en fait, ça nous a aussi permis d'avoir ce mélange sur scène, de passer un cap dans la création, dans l'autonomisation des comédiens sur le plateau. Moi, j'étais avant tout le temps en coulisses pendant les spectacles. Depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais été parce qu'il y avait le metteur en scène aussi avait un relais. Enfin, c'était quelque chose de rassurant dans une période de découverte. Ouais. Et en fait, c'est devenu une force, vraiment. Et aujourd'hui, on peut... C'était pas calculé. C'était pas calculé. C'était, là, on est à des échéances. Dans 3 mois, on doit sortir le spectacle, c'est mort, on ne peut pas reprendre quelqu'un à l'ESAT, c'est trop tard. La seule solution qu'on avait à l'esprit, c'était de recruter quelqu'un à l'extérieur, quoi. Et ça, c'est devenu une force. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout question de créer un spectacle sans comédien ou comédienne associée, quoi. Ouais. Et du coup, on joue un peu avec ça. Et ça nous sert aussi dans l'inclusion. Parce que du coup, dans notre communication, on dit comédien en situation de handicap ou pas, ou comédien en situation de handicap et comédien associé. Et alors, un des plus beaux retours à la fin des spectacles, c'est celui qu'on nous fait, c'est mais en fait, il y a combien de personnes handicapées sur scène? Bah oui, parce qu'en fait... Et là, je me dis, bon, en tant que structure ESAT, on a au moins gagné ça. Peut-être que les gens n'ont pas aimé le spectacle, mais au moins la partie inclusion, enfin voilà, voilà, a fonctionné. C'est-à-dire que le temps du spectacle... Tout le monde a oublié qui était en situation de handicap ou pas. On ne se pose plus la question. Ouais. Surtout que là, on est avec une équipe en plus de gens où le handicap n'est pas flagrant, enfin physiquement. Donc la confusion, et donc ça c'est trop drôle, quoi. Ça c'est drôle, ça j'adore ces retours-là, quoi. Et puis je crois vraiment la capacité à rebondir à des propositions qu'on nous fait de spectacles et de... Les commandes, je trouve ça intéressant. Ben oui, parce que par exemple, là aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 5 spectacles qui tournent, c'est le cas, et il y a un 6e en préparation, ce qui va nous en faire archiver un, mais si on prend le cas de Que des mots, c'était une commande et c'est quelque chose qui devait durer 1 an, qu'on devait jouer dans 2 lycées, et puis voilà, c'était le projet, ça arrêté là. Puis finalement, l'aventure a été tellement chouette, le département a décidé de continuer, les femmes ont voulu... Voilà, et nous, on aurait très bien pu dire artistiquement, bon, on n'a pas besoin de ce spectacle, bon, bah, on le laisse tomber, le metteur en scène, je pense que c'est pas sa plus belle mise, enfin, voilà... Et non, et en fait, parce que humainement il se passe des choses, parce que ça nous fait jouer, parce qu'on sent qu'aussi on va aller sur scène, on va montrer notre travail, ben on y va. Et ça, c'est vraiment le credo du Cercle Carré. C'est pareil avec Émoi, c'était une commande pour une journée pour la DAPEI. Et en fait,
lors de cette journée, t'as les parents qui chialaient parce qu'ils avaient pris une claque avec le texte de Stéphane. Et là, on se dit, bon, ben là, on a un objet qui dure un quart d'heure, qui techniquement, il n'y a aucune difficulté. On a senti qu'il y avait un potentiel pour aller jouer, quoi. Oui. Et en fait, notre credo, c'est ça, il faut qu'on sorte, et il faut qu'on aille jouer n'importe où. Et on met notre ego de côté, on va jouer dans des salles pourries, on va adapter. C'est là où aussi l'équipe, et Fabrice est super, c'est que on fait des fiches techniques, puis en fait, on les réadapte tout le temps, parce que du coup, on veut jouer, quoi. Et les comédiens sont dingues, on leur demande des... Maintenant, on est à un niveau de confiance entre nous qu'on va jouer des fois dans des endroits où, enfin, peu de comédiens auraient voulu jouer, quoi. Ouais. Mais nous, on répète, et sans gâcher la qualité. C'est-à-dire qu'on est garant, et moi je suis garant, et avec Fabrice, garant de la qualité de ce qu'on va présenter. Mais c'est vrai que des fois, on a joué dans des trucs, waouh. Mais c'est pas grave, c'est 20, et des fois on joue devant 10 personnes, 15 personnes, mais c'est ça le prix. Et puis peut-être dans ces 15, il y en a un qui va te rappeler et puis qui va te faire rejouer. Enfin voilà, et c'est comme ça que l'histoire fait que du coup, aujourd'hui, sur cette saison, on aura joué 60 fois. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, hein. Ouais. C'est énorme quand on connaît les chiffres de la durée de vie des spectacles et le nombre de fois joués. C'est des fois à moins de 10 sur la vie. Donc nous, voilà, et on a une... Aujourd'hui, on dit qu'on... voilà. Et c'est ça qui est chouette. Parce que, c'est ça qui est bien pour les comédiens. C'est ça aussi qui motive les comédiens. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas c'est pas les fins de répète où on a dit, on a bien bossé, qui suffit. Oui. Voilà, une fois que tu as goûté aux applaudissements, aux rencontres du public, c'est plus Jérôme Courcey, Fabrice Elno qui vont suffire au plaisir des comédiens. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est normal. Non, c'est top. Ce qu'on aime bien, c'est demander un peu les inspirations de la personne qu'on interviewe. Donc toi, quelles sont tes inspirations? En gros, qu'est-ce qui te motive dans ton travail? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Ce qui me fait lever le matin, c'est le fait que ce projet, parce que du coup, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'y suis sur ce projet, avec des étapes où ça a été difficile de tenir le cap. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que en tous les cas, là maintenant depuis 2015, c'est que on est toujours en évolution. C'est-à-dire on grandit toujours. Il y a toujours une étape de franchie. Là, c'est à nouveau avec la DRAC. Et puis là, on va partir sur une nouvelle création. Donc, c'est ça qui me botte. Moi, c'est que depuis... j'en ai rêvé de ce projet des aides culturelles. C'est moi qui l'ai proposé là d'APEI. Et alors, évidemment que ça s'est joué aussi à d'autres niveaux que moi. C'est pas le problème. Et je le vois grandir. Il franchit des étapes. Et c'est ça qui me plaît, voilà. Et puis, ce qui est chouette, c'est de travailler avec l'équipe du Cercle Carré, d'avoir de la diversité dans mon travail. C'est-à-dire, ça va être bien, ça va être aussi bien d'être là avec l'équipe sur un spectacle. Et puis demain, ça va être de faire un devis. Puis après, ça va être d'aller monter à Paris pour le réseau des ESAT. Enfin voilà, donc il y a une richesse de rencontres, et de tâches en fait. C'est voilà. Ça. Une belle dynamique, je trouve. Oui. Je suis pas... J'ai failli lâcher plusieurs fois. Oui, parce que c'est pas si simple. Parce que c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple de faire émerger un projet atypique dans des structures qui sont aussi à la fois sécurisantes comme le DAPEI, parce que ça soutient fortement, par exemple, pendant le Covid, où on a arrêté de jouer et tout ça, et jamais ça a été remis en cause. Voilà. Mais voilà, moi, ce qui m'importe, c'est le résultat, c'est les rencontres, c'est de se faire 60 dates dans l'année. Voilà, ça, c'est ce qui est vraiment super, quoi. Donc, et puis de voir l'enthousiasme des comédiens, et de voir comment ils sont aussi à fond derrière. Donc, c'est chouette. Super. Merci beaucoup, Jérôme. Est-ce que tu as des choses à préciser? Non, je crois pas, ça va. On a fait le tour. On a bien parlé déjà. Ouais. Eh ben, super, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute la troupe du Cercle Carré pour leur accueil et leur gentillesse. Les clés de succès du projet que j'ai retenues, l'énergie, l'engagement des comédiens.
le fait de rebondir et de s'adapter selon les opportunités, et le sentiment d'humilité qui règne au sein de la troupe. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.